Pourquoi pas Evans? Chapitre 31. Fatigué par toutes ces aventures de la journée, Frankie s'éveilla tard le lendemain matin. Il était 10h30 lorsqu'elle descendit pour déjeuner. Bobby l'attendait. « Enfin, vous voilà, Frankie. Bonjour. »« Bonjour, mon cher, » dit Frankie en se laissant choir sur une chaise. « Vous êtes insolent de vigueur ce matin. »« Que prenez-vous ? » ?»« Ils ont du haddock, des œufs au bacon et du jambon froid. »« Je prendrai du thé léger avec les rôties. »« Mais qu'avez-vous, Bobby ? » ?»« C'est sans doute l'effet du coup que j'ai reçu sur la nuque. Le choc a dû détacher certaines adhérences au cerveau. Je me sens un homme nouveau, plein de brillantes idées et d'un élan irrésistible. »« Nous attendons vos exploits. »« C'est déjà fait. Je viens de passer une demi-heure avec l'inspecteur Hammond. Pour le moment, Frankie, laissons croire à une joyeuse plaisanterie de notre part. »« Vous n'y songez pas, Bobby. » ?»« J'ai dit pour le moment. Il nous faut découvrir le fond du mystère. Je ne tiens pas à faire arrêter Roger Bassington French pour enlèvement. Je veux qu'on l'arrête pour meurtre. »« Nous y parviendrons, » déclara Frankie avec un sursaut d'énergie. « Voilà qui est parlé, » approuva Bobby. « Buvez encore un peu de thé. »« Comment va Moira ? » ?»« Assez mal. Elle est venue ici morte de peur, pourrait-on dire. On l'a emmenée à Londres, dans une maison de santé de Queen's Gate. Elle s'y sentira plus en sûreté. »« Elle n'a jamais eu beaucoup de cran. » »« N'importe qui aurait la frousse avec un assassin comme Roger Bassington French pour voisin. »« Il ne cherche pas à la tuer. C'est à nous qu'il en veut. » »« Pour l'instant, il doit avoir assez à faire en ce qui le concerne. Maintenant, Frankie, à l'ouvrage. Nous devons en premier lieu remonter à la mort et au testament de John Savage. » »« Si le coupable est Bassington French, le testament est probablement faux, car celui-ci s'y entend pour fabriquer des faux. Et il y a peut-être faux et meurtre. À nous de le préciser. » Frankie approuva d'un signe de tête. « Je possède encore les notes prises par moi, après avoir vu le testament. Les témoins sont Rose Cludleg, cuisinière, et Albert Maire, jardinier. Nous retrouverons facilement ces gens-là. Il y a aussi messieurs Elford and Legge, les notaires qui ont dressé l'acte, une firme très honorable, assure M. Spragge. Bien, commençons par là, Frankie. Allez voir ces messieurs, vous obtiendrez plus de renseignements que moi. Je vais me mettre à la recherche de Rose Cludleg et d'Albert Maire. »« Que devient Badger ? » ?»« Il n'est jamais levé avant midi. »« Il faudra que nous nous occupions de rétablir ses affaires, » dit Frankie. « Après tout, il nous a sauvé la vie. »« Malheureusement, il se chargera vite de les embrouiller de nouveau. À propos, que pensez-vous de ceci ? » Il lui tendit un morceau de carton plus ou moins propre, une photographie. « Monsieur Cayman, » dit Frankie sans hésiter. « Où avez-vous trouvé ce portrait ? » ?»« Je l'ai ramassé hier soir. Il avait glissé derrière le téléphone. » « Il est facile de savoir qui étaient en réalité Monsieur et Madame Templeton. » À ce moment, une servante approchait, portant des rôtis. Frankie lui montra la photographie. « Connaissez-vous ce monsieur ? » lui demanda-t-elle. La tête penchée de côté, la servante examina la photo. « J'ai déjà vu cette tête-là, mais je ne me souviens pas de qui il s'agit. »« Ah si, c'est le monsieur qui habitait à Tudor Cottage, Monsieur Templeton. Lui et sa femme sont partis pour l'étranger. »« Que savez-vous de lui ? » ?»« Pas grand-chose. Il venait rarement par ici, seulement de temps à autre passer une fin de semaine. On ne les voyait guère. Madame Templeton était une jolie femme. Ils habitaient le cottage depuis 6 mois à peine, lorsqu'un homme très riche légua en mourant toute sa fortune à Mrs. Templeton. Ils quittèrent aussitôt le village, mais ils n'ont pas vendu la propriété. Il paraît qu'ils la prêtent à des amis pour passer des fins de semaine. Cependant, je ne pense pas qu'avec tous ces millions, ils viennent y vivre eux-mêmes. N'avait-il pas une cuisinière nommée Rose Cludleg ? Mais la jeune servante n'était pas au courant de cela. Elle s'éloigna en répondant à Frankie qu'elle ignorait entièrement qui avait été cuisinière au cottage.
Le plus clair là-dedans, c'est que les Cayman ont abandonné le cottage, mais qu'ils en conservent la propriété pour les besoins de la bande. Suivant la proposition de Bobby, la besogne fut partagée. Frankie, après quelques achats dans la localité pour rafraîchir un peu sa toilette, prit la Bentley et Bobby partit en quête du jardinier, Albert Maire. Ils se retrouvèrent à l'hôtel à l'heure du déjeuner. « Eh bien ?» demanda Bobby. Frankie hocha la tête. « Nous devons rejeter l'idée d'un faux testament. J'ai passé un long moment avec M. Elford, un aimable vieillard. Ayant entendu parler de notre aventure d'hier soir, il était impatient d'apprendre les détails. Au bout d'un instant, je lui ai parlé de l'affaire Savage. J'ai prétendu avoir rencontré des membres de la famille du défunt qui croyaient à un faux. Aussitôt, voilà mon vieux notaire qui monte sur ses grands chevaux. Il me démontre que la chose est impossible. Lui-même a vu M. Savage, qui voulait faire son testament sur le champ. M. Elford lui a même demandé de rentrer à l'étude pour rédiger le document. Vous savez qu'il leur faut écrire des pages et des pages pour ne rien dire. Je ne sais pas, je n'ai pas encore rédigé de testament. Si, moi, 2 fois. Le dernier date de ce matin. Il me fallait trouver un prétexte pour me présenter chez un homme de loi. À qui avez-vous légué votre argent ? À vous. En voilà une imprudence. Si jamais Roger Bassington French parvient à vous envoyer hâte patresse, c'est moi qui serai pendu. Je n'avais pas envisagé ce cas-là. Comme je vous le disais, M. Savage était si impatient que M. Elford dut rédiger l'acte sur le champ, et on appela la cuisinière et le jardinier pour servir de témoins. Ensuite, M. Elford emporta le testament et le mit en sûreté dans son coffre-fort. L'accusation de faux ne tient donc plus. Plus du tout. On ne peut accuser un homme de faux lorsqu'on l'a vu signer son nom. À présent, il va être bien difficile d'établir le meurtre. Le médecin appelé au chevet du millionnaire est mort depuis. Celui que nous avons vu hier n'habite ici que depuis 2 mois. La liste des morts me paraît longue, remarqua Bobby. Y en a-t-il encore à ajouter ? Albert Maire. Et vous soupçonnez qu'ils ont tous été supprimés ? Ce serait beaucoup s'avancer. En ce qui concerne Albert Maire, laissons aux assassins le bénéfice du doute. C'était un vieux de 72 ans. Alors, sa mort a pu être naturelle. Avez-vous eu plus de veine avec Rose Cludley ? Oui. Après avoir quitté les Templeton, elle a été placée dans le nord de l'Angleterre, mais dès son retour, elle a épousé un homme du pays avec qui elle était fiancée depuis 7 ans. Malheureusement, elle ne jouit pas de toutes ses facultés et semble avoir perdu la mémoire. Peut-être réussirez-vous à la faire parler ? Je vais toujours essayer. Je m'entends comme personne à faire parler les idiots. À propos, que devient Badger ? Nom de nom, je l'avais complètement oublié. Bobby se leva et quitta la salle en courant. Il revint quelques minutes plus tard. Il dormait encore. Il se lève à présent. Bon, allons voir votre simple d'esprit. Rose Cludley, à présent Mrs. Pratt, habitait un petit cottage garni de meubles hétéroclites et de chiens en faïence. Mrs. Pratt elle-même était une énorme bonne femme à l'air bovin. « Vous voyez, me voici de retour », annonça Bobby. Mrs. Pratt respira très fort et les regarda sans aucune expression. « Il nous intéresse beaucoup de savoir que vous avez été au service de Mrs. Templeton », expliqua Frankie. « C'est exact, madame. »« Elle vit à l'étranger à présent, » poursuivit Frankie, essayant de se faire passer pour une amie de la famille. « On le dit. Vous êtes resté longtemps chez elle, n'est-ce pas ? » ?»« Chez qui, madame ? » ?»« Chez Mrs. Templeton. »« Oh non, seulement 2 mois. »« Je croyais que vous y étiez resté plus longtemps. »« Vous voulez parler de Gladys, la femme de chambre ? Elle a passé 6 mois au cottage. »« Alors, vous étiez 2 ? » ?»« Oui. Elle était femme de chambre et moi cuisinière. »« Étiez-vous là quand mourut M. Savage ? » ?»« Vous dites, madame ? » ?»« Étiez-vous à Tudor Cottage quand mourut M. Savage ? » « M. Templeton n'est pas mort, du moins que je sache. Il vit à l'étranger. »« Pas M. Templeton, M. Savage. » Mrs. Pratt les regarda de son œil inexpressif. « Le monsieur qui leur a laissé tout son argent, » expliqua Frankie. Quelque chose comme un éclair d'intelligence traversa la figure de Mrs. Pratt. «
Ah oui, m'dame. Ce monsieur sur qui on a fait une enquête après sa mort. Celui-là même. Il venait souvent chez eux, n'est-ce pas? Ça, je n'en sais rien. Je venais d'arriver. Gladys le saurait. Mais vous avez servi de témoin pour le testament? Mrs. Pratt parut ne pas saisir. Vous avez regardé Monsieur Savage signer un papier et vous avez vous-même signé ensuite? Nouvelle lueur d'intelligence. Oui, madame, moi et Albert. Jamais je n'avais fait pareille chose, et cela me plaisait pas. Mais Gladys m'a répondu qu'il n'y avait aucun inconvénient, du moment que monsieur Elfort se trouvait là. C'est le notaire, un homme très comme il faut. Dites-nous comment cela s'est passé. Plaît-il, monsieur? Qui vous a demandé de signer? Notre maîtresse, monsieur. Elle vient dans la cuisine, me dit d'aller chercher Albert et de monter avec lui dans la plus jolie chambre qu'elle avait quittée la veille pour la céder à ce monsieur. En effet, il était couché. Il revenait de Londres et s'était mis au lit en arrivant, et il avait l'air bien malade. Je le voyais pour la première fois. Monsieur Elford était là, lui aussi. Il me dit de ne pas avoir peur et de signer mon nom au-dessous de celui de monsieur. Même que j'ai ajouté « cuisinière » et l'adresse. Ensuite, Albert a fait comme moi. Je suis allée dire à Gladys que jamais je n'avais vu un homme si malade. Gladys m'a dit que la veille, il avait l'air bien portant et que, certainement, il avait eu un accident à Londres, où il était parti de très bonne heure le matin, avant que nous soyons levés. Et quand est mort monsieur Savage? Le monsieur, comme vous dites. Le lendemain matin, madame. Cette nuit-là, il s'enferma dans sa chambre et demanda que personne ne le dérange. Au matin, lorsque Gladys entra dans la chambre, il était raide mort, une lettre près de son lit. À monsieur le coroner. Oh, Gladys a eu un fameux coup. Ensuite, il y a eu l'enquête, et puis tout le reste. 2 mois après, Mrs. Templeton m'a dit qu'elle allait partir pour l'étranger, mais qu'elle m'avait trouvé une bonne place dans le nord de l'Angleterre. Et avant son départ, elle m'a offert un beau cadeau. À présent lancée, Mrs. Pratt prenait un plaisir visible à bavarder. Frankie se leva. « Je vous remercie de tous ces renseignements. Permettez-moi. » Frankie lui glissa un billet dans la main. « Nous avons un peu abusé de votre temps. »« Merci, madame. Bonne chance à vous et à votre mari. » Frankie rougit et se hâta de sortir. Bobby, l'air préoccupé, la rejoignit un moment après. « Je crois que vous avez tiré d'elle tout ce qu'elle savait. »« Oui, et ma foi, tout semble se tenir. Sans aucun doute, Savage a lui-même signé ce testament et sa peur du cancer devait être réelle. Un médecin de Harley Street ne se serait certes pas laissé suborner. Peut-être ont-ils profité de ce qu'il avait fait son testament pour se débarrasser rapidement de lui avant qu'il ne changeât d'idée. Mais comment le démontrer? Nous pouvons supposer que Mrs. Templeton lui a donné quelque chose pour dormir, mais impossible d'en fournir la preuve. Bassington French a pu écrire cette lettre au coroner. Encore une fois, comment établir ce témoignage? Il y a belle lurette que cette lettre est détruite après avoir été présentée à l'enquête. Et nous voici ramenés dans la même énigme. Que diantre Bassington French et si s'obstine-t-il à nous cacher? Rien ne vous frappe de façon particulière, Frankie? Non, rien. Tout de même, un détail me chiffonne. Pour quelle raison Mrs. Templeton a-t-elle envoyé chercher le jardinier pour signer le testament alors que la femme de chambre se trouvait dans la maison? Pourquoi pas la femme de chambre? Personne ne vous a soufflé cela, Frankie? Bobby prononça cette phrase d'une voix si étrange que Frankie le considéra avec surprise. Pourquoi? Parce que je suis resté derrière vous pour demander à Mrs. Pratt le nom de famille et l'adresse de Gladys. Eh bien, la femme de chambre s'appelait Evans. Chapitre 32. Evans. Frankie en demeura sidéré. « Vous comprenez, à présent ?» s'exclama Bobby, agité. « Vous avez posé la même question que Carstairs. Pourquoi n'a-t-on pas appelé la femme de chambre? Pourquoi pas Evans ?»« Oh, Bobby,
Enfin, nous y voilà !» La même anomalie a dû frapper l'esprit de Carstairs, alors qu'il cherchait quelque irrégularité dans le testament. Pour moi, il voyageait dans le pays de Galles pour cette raison. Gladys Evans est un nom gallois. Evans était probablement une Galloise. Il est venu la chercher à Marchbot, mais quelqu'un l'a suivie et il n'est pas arrivé jusqu'à elle. « Et pourquoi n'a-t-on pas appelé Evans ?» répéta Frankie. « Il y a un motif qui a son importance. Alors qu'il y avait 2 servantes dans la maison, pourquoi aller chercher le jardinier ?» Voici, Cludley et Albert Maire étaient 2 imbéciles, et Evans, une femme intelligente. Il y a autre chose. Monsieur Elford était présent, et il est, je vous assure, trop avisé pour n'avoir rien flairé de louche. Bobby, voici le nœud de la situation qu'il s'agit pour nous de dénouer. Pourquoi Cludley et Maire ont-ils servi de témoins, et non pas Evans ? Tout le mystère gît là. Attendez, il me vient une idée. Pendant quelques instants, elle demeura immobile, regardant droit devant elle, sans paraître rien voir. Puis, elle fixa sur Bobby des yeux pleins d'une lueur étrange. « Bobby, quand vous êtes invité dans une maison où il y a 2 servantes, à laquelle donnez-vous des pourboires ?»« À la femme de chambre. Cela va de soi, » répondit Bobby étonné. « On ne donne rien à la cuisinière, pour la bonne raison qu'on ne la voit jamais. »« Et elle ne vous voit pas davantage. Tout au plus pourrait-elle vous apercevoir en passant si vous séjournez quelque temps chez vos amis, tandis qu'une femme de chambre vous sert à table, vous monte votre petit déjeuner dans votre chambre. » « À quoi voulez-vous en venir, Frankie ?»« On n'a pas appelé Evans pour servir de témoin, parce que Evans eût constaté que le testateur n'était pas M. Savage. »« Frankie, qui était-ce alors ?»« Bassington French. Il a pris la place de Savage. Je gagerais que ce même Bassington French est allé consulter le médecin et a inventé de toutes pièces cette histoire de cancer. Ensuite, on a envoyé chercher le notaire, qui ne connaissait nullement M. Savage, mais qui, en cas de besoin, pourra jurer avoir vu celui-ci signer ce testament par devant témoins. Un des témoins se présentant pour la première fois en face du moribond, et l'autre, un vieillard à la vue affaiblie et qui, lui aussi, n'avait probablement jamais rencontré Savage. Vous comprenez ? Mais que faisait pendant ce temps-là le vrai Savage ? Il est effectivement rentré de Londres, mais je suppose qu'on l'a drogué et fourré au grenier pendant 12 heures, le temps nécessaire à Bassington French pour jouer son rôle d'imposteur. Ensuite, on le remet au lit, on lui administre du chloroforme et Gladys Evans le trouve mort le lendemain matin. Frankie, je crois que vous avez touché juste. Mais comment le prouver ? Je ne sais pas. À moins de montrer à Rose Cludley, c'est-à-dire à Mrs. Pratt, une photo du véritable Savage. Serait-elle capable de dire « ce n'est pas cet homme-là qui a signé le testament ?» J'en doute. Elle est tellement bête. C'est sûrement pour cette raison qu'on l'a choisi. Mais il y a autre chose. Un expert pourrait nous apprendre si la signature a été imitée. Jusqu'ici, on ne l'a pas démontré. Parce que personne n'a soulevé cette question. Jusqu'ici, nul ne soupçonnait que le testament pût être un faux. À présent, c'est différent. Tout d'abord, dit Bobby, retrouvons Gladys Evans. Elle doit en savoir long là-dessus. Rappelez-vous qu'elle a été chez les Templeton pendant 6 mois. Où la chercher ? Si nous demandions son adresse à la poste, suggéra Bobby. À ce moment précis, il passait devant le bureau de poste du pays. Frankie entra et entama la conversation. Il n'y avait là que la receveuse, une jeune fille au long nez curieux. Frankie acheta un carnet de timbres, parla de la température, puis ajouta « J'aime à croire qu'il fait plus beau ici que chez nous. J'habite le pays de Galles, à Marchbolt. Vous ne sauriez croire ce qu'il peut y tomber d'eau.
La jeune personne au long nez répondit que dans le pays aussi, la saison avait été pluvieuse et que le dimanche précédent, il était tombé un déluge toute la journée. Frankie dit alors « À Marshbolt, nous avons eu l'occasion de rencontrer une personne originaire d'ici. Elle se nomme Evans. Gladys Evans. Peut-être la connaissez-vous » La receveuse répondit sans méfiance. « Bien sûr que je la connais. Elle était placée à Tudor Cottage. Elle n'était pas de ce pays, mais elle venait du pays de Galles, où elle est retournée pour se marier. Maintenant, elle s'appelle Mrs. Roberts. Savez-vous exactement où elle habite ? Je lui ai emprunté un imperméable et j'ai oublié de le lui rendre. Si je connaissais son adresse, je le lui renverrais par la poste. C'est très facile. De temps à autre, elle m'envoie une carte postale. Elle et son mari sont en service dans la même maison. Attendez une minute. » Elle fouilla parmi des papiers. Bientôt, elle posa une feuille sur le comptoir. « Voici. » Bobby et Frankie la lurent ensemble. Ils ne s'attendaient pas à cette nouvelle surprise. Mrs. Roberts, au presbytère de Marshbolt, pays de Galles. Chapitre 33. Au café de l'Orient. Comment Frankie et Bobby sortirent du bureau de poste sans se trahir, ils eussent été bien embarrassés de le dire. Une fois dehors, ils s'entre-regardèrent en éclatant de rire. « Au presbytère !» s'exclama Bobby. « Et dire que j'ai lu l'adresse de 480 Evans dans l'annuaire !» gémit Frankie. Je comprends à présent pourquoi Bassington French s'amusait tant à la pensée que nous ignorions qui était Evans. Maintenant, retournons à Marshbolt. Avant, nous devons faire quelque chose pour ce pauvre Badger. Avez-vous de l'argent sur vous, Frankie ? La jeune fille ouvrit son sac et y prit une poignée de billets de banque. Donnez-lui ceci, et dites-lui de régler ses créditeurs. Père achètera le garage et le nommera directeur. Et partons vite. Bon, approuva Bobby. Je vais voir Badger. Mettez la voiture en marche. 5 minutes plus tard, les deux amis quittaient à toute allure le village de Chipping Somerton. Frankie décréta soudain. « Nous n'allons pas assez vite, Bobby. » L'aiguille de l'indicateur de vitesse marquait 120. « Que vous faut-il de plus ? Nous pourrions prendre un avion. Nous ne sommes qu'à 10 kilomètres de l'aérodrome de Medshot. Cela nous permettrait d'arriver en moins de 2 heures. » Eh bien, prenons un avion. À Medshot, Frankie demanda à voir M. Donald King. Un jeune homme d'une tenue négligée s'avança. Il exprima sa surprise à la vue de Frankie. « Bonjour, Frankie. Il y a un siècle que je ne vous ai rencontré. Que désirez-vous ?»« Un taxi aérien. Il me semble que vous faites ce genre de transport ? » ?»« Oui. Où voulez-vous aller ? » ?»« Je veux rentrer chez moi au plus vite. » M. Donald King releva les sourcils. « Et c'est tout ? » ?»« Oui, pour le moment. »« Nous allons vous donner satisfaction à l'instant. »« Je vous remettrai un chèque. » 5 minutes plus tard, il montait dans les airs. « Pourquoi ce voyage en aéroplane ?» demanda Bobby. « J'ai l'intuition que nous ne devons pas perdre une seconde. Et vous ?» Fait curieux, j'éprouve également cette impression, mais je ne saurais dire pourquoi. Notre Mrs. Roberts ne va pas s'envoler. Qui sait ? Nous ne pouvons prévoir les intentions de Bassington French. C'est vrai. L'aéroplane atterrit sur la pelouse du château et quelques minutes plus tard, Bobby et Frankie, dans la voiture de Lord Marshington, arrivaient à Marshbolt. Ils s'arrêtèrent devant la grille du presbytère. L'allée ne se prêtant point à la conduite des grandes automobiles de luxe, Bobby et Frankie sautèrent de voiture et coururent vers la maison. Sur le seuil de la porte d'entrée se tenait une jeune femme élancée. Frankie et Bobby la reconnurent au même instant. « Moira !» s'écria Frankie. Moira s'avança, la démarche mal assurée. « Oh, que je suis heureuse de vous voir. Je ne savais plus à quel saint me vouer. Mais pourquoi êtes-vous ici ? Sans doute pour la même raison que vous. »« Vous avez découvert qui est Evans ? » demanda Bobby. « Oui, il serait trop long de vous le raconter. »« Entrons, » proposa Bobby. « Non, non, » protesta vivement Moira. « Allons ailleurs. Je dois auparavant vous apprendre certains faits. N'existe-t-il pas un café quelconque où nous puissions causer en paix ? » « Je vais vous trouver cela, » dit Bobby.
quittant la maison à contre-cœur. Mais pourquoi pas ici? Moira frappa du pied. Vous comprendrez lorsque vous m'aurez entendu. Oh, venez, je vous en prie. Il n'y a pas une seconde à perdre. Ils acquiescèrent à son désir. Vers le milieu de la grande-rue se trouvait le Café de l'Orient, un nom pompeux auquel ne répondait nullement la décoration intérieure de l'établissement. Tous trois y pénétrèrent. Il était 6h30, moment creux de la journée. Ils s'assirent à une petite table dans un coin et Bobby commanda 3 cafés. « Eh bien, attendez qu'on ait apporté les consommations. » La servante reparut et posa devant eux 3 tasses de café. « Nous vous écoutons, Moira, » déclara sèchement Frankie. « Je ne sais trop par où commencer. Je me rendais à Londres par le train et par la plus extraordinaire des coïncidences, alors que je me promenais dans le couloir. » Elle s'arrêta net. De sa place, elle voyait la porte. Elle se pencha en avant et ouvrit de grands yeux. « Il m'a suivi, » murmura-t-elle. « Qui ?» demandèrent ensemble les 2 autres. « Bassington French. »« Vous l'avez vu ?»« Il est là, dehors. Je viens de l'apercevoir en compagnie d'une femme aux cheveux rouges. »« Mrs. Cayman !» s'exclama Frankie. D'un bond, les 2 jeunes gens coururent vers la porte. Ils examinèrent la rue du haut en bas, sans apercevoir Bassington French. Moira vint les rejoindre. « Est-il parti ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Prenez garde, c'est un homme dangereux, très dangereux. »« Voyons, Moira, un peu de cran, » conseilla Frankie. « Ne soyez pas si nerveuse. »« Pour le moment, inutile de le poursuivre, » dit Bobby en retournant vers la table. « Allons, Moira, continuez votre histoire. » Il prit sa tasse de café. Frankie, au moment de se rasseoir, trébucha, faillit tomber, bouscula Bobby et renversa le café sur la table. « Excusez-moi. » Elle étendit la main vers une table voisine où le couvert était déjà mis pour des dîners éventuels et s'empara du carafon de vinaigre. Elle en vida le contenu dans un saladier et se mit en devoir d'y verser le café de sa tasse. L'étrangeté de cet acte ahurit Bobby. « Vous perdez la tête, Frankie ? » « Je prélève un échantillon de ce café pour le faire analyser par George Arbuthnot. » Elle se tourna ensuite vers Moira. « C'est fini, Moira. L'idée m'est venue en un éclair, tout à l'heure, à la porte. Lorsque j'ai bousculé Bobby et lui ai fait répandre son café, j'ai observé votre visage. Vous avez versé quelque chose dans nos tasses pendant que vous nous envoyiez à la porte sous prétexte de chercher un Roger Bassington French imaginaire. Je vois clair dans votre jeu, Madame Nicholson, Templeton, ou tout ce qu'il vous plaira. »« Templeton !» s'écria Bobby. « Oui, regardez sa figure, Bobby. Si elle ose nier, priez-la de vous suivre au presbytère, et vous verrez si Mrs. Roberts ne la reconnaîtra pas. » Bobby observait en effet Moira, dont la douce expression était transformée par la colère. Sa jolie bouche s'ouvrit pour proférer un flot d'injures. Moira fouilla dans son sac. Bobby, malgré sa stupéfaction, agit juste à temps et sa main releva le revolver que tenait Moira Nicholson. La balle passa au-dessus de la tête de Frankie et s'enfonça dans le mur du Café de l'Orient. Pour la première fois dans l'histoire de l'auberge, une des servantes s'empressa. Poussant des cris affreux, elle courut dans la rue et hurla « Au secours ! À l'assassin ! Vite ! La police !» Chapitre 34. Une lettre de l'Amérique du Sud. Plusieurs semaines passèrent. Un matin, Frankie reçut une lettre portant le timbre d'une des petites républiques du sud de l'Amérique. L'ayant lue, elle alla la montrer à Bobby au presbytère. Voici ce que disait cette lettre. « Cher Frankie, permettez-moi de vous adresser mes félicitations les plus sincères. Vous et votre jeune ami, l'ex-marin, avez réduit à néant les ambitions de toute une vie. J'avais si bien préparé mes plans. Vous intéresserait-il de tout connaître en détail ? Une femme en a tellement raconté contre moi, sans doute par dépit, que tout ce que je pourrais ajouter ne me causera aucun tort. En outre, je recommence une nouvelle existence.
Roger Bassington French, est mort. J'avoue que toute ma vie, j'ai été un mauvais sujet. Dès Oxford, j'ai commis un faux, acte stupide de ma part, car il devait nécessairement être découvert. Mon père ne m'a pas renié, mais il m'a envoyé aux colonies. C'est là que je fis la connaissance de Moira et de sa bande. Dès l'âge de 15 ans, cette femme était capable de tout. Quand je la rencontrai, elle projetait de venir en Europe, la police étant à ses trousses. Tous deux, nous nous accordâmes, et avant de lier nos destinées, nous avons résolu de mettre un certain plan à exécution. Tout d'abord, elle épousa Nicholson. Par ce mariage, elle entra dans une nouvelle sphère de la société et la police perdit sa trace. Nicholson était arrivé en Angleterre avec l'intention d'ouvrir une maison de santé destinée aux intoxiqués. Il cherchait une propriété pas trop chère. Moira lui fit acheter la grange. Elle travaillait toujours avec sa bande dans le trafic des stupéfiants. Sans le savoir, Nicholson lui était fort utile. J'avais toujours caressé deux ambitions, devenir très riche et posséder le château de Merroway. Autrefois, sous le règne de Charles II, un Bassington French s'était distingué. Depuis, la famille était tombée dans une lamentable décadence. Je me sentais capable de jouer un grand rôle dans le monde. Pour cela, il me fallait beaucoup d'argent. Moira se rendit au Canada à plusieurs reprises pour revoir sa famille. Nicholson était en adoration devant elle et croyait tout ce qu'elle lui disait. Pour son trafic de drogue, elle voyageait sous de faux noms. Elle s'appelait Mrs. Templeton le jour où elle rencontra Savage. Elle était au courant des affaires de celui-ci et connaissait son immense fortune. Elle l'enjôla, mais pas suffisamment pour qu'il en perdît la raison. Nous imaginâmes un plan dont les détails ne vous ont pas échappé. L'homme qui portait le nom de Cayman joua le rôle du mari. Moira invita Savage à venir à Tudor Cottage. La troisième fois qu'il s'y rendit, nous mîmes notre projet à exécution. Inutile de revenir là-dessus. Le coup fait, Moira toucha l'argent et, pour tout le monde, partit vivre à l'étranger. En réalité, elle réintégra Staveley et la grange. Pendant ce temps, je m'occupais de mon côté. Je voulais d'abord me débarrasser d'Henri et de son petit garçon. La malchance me poursuivait. 2 accidents bien préparés pour supprimer le jeune Tommy échouèrent. Je ne me risquai point à simuler un accident en ce qui concernait Henri. Depuis une chute de cheval au cours d'une chasse, il souffrait de douleurs rhumatismales. Je lui conseillai la morphine et lui en procurai. Il ne soupçonna rien. C'était une âme simple. Bientôt il ne put se passer de la drogue. Notre but consistait à le faire entrer à la grange pour se soigner. Moira se chargerait de maquiller un suicide. Ainsi, personnellement, je me tenais en dehors de l'affaire. Il a fallu que cet imbécile de Carstairs vînt tout gâter. Savage lui avait, paraît-il, écrit un mot du bateau. Il lui parlait de Mrs. Templeton et lui envoyait même une photographie de la jeune femme. Peu après, Carstairs partit pour une grande expédition de chasse. À son retour d'Afrique, quand il apprit la mort de Savage et fut mis au courant de ses dernières volontés, il suspecta quelque chose, ne voulant jamais admettre, chez son ami, cette soudaine frayeur du cancer. En plus, le libellé du testament ne répondait pas au caractère de Savage. Celui-ci était un homme d'affaires bien équilibré. S'il n'hésitait pas à flirter avec une jolie femme, il n'était pas homme à lui abandonner la majeure partie de sa fortune et le reste à des œuvres de bienfaisance. Je dois dire que cette dernière idée est de moi. Cela vous a un air respectable, propre à écarter tout soupçon. Carstairs vint donc en Angleterre résolu à éclaircir l'affaire. Dès le début, nous eûmes la guigne. Des amis l'ayant emmené déjeuner à Merroway, il remarqua sur le piano une photographie de Moira et reconnut aussitôt la femme de la photo à lui envoyée par Savage. Il se rendit à Shipping Somerton et commença son enquête. Moira et moi commençâmes à nous inquiéter. J'espérais pourtant que tout se tasserait, mais Carstairs était un type entêté et extrêmement habile. Je le suivis à Shipping Somerton. Il ne réussit pas à retrouver la cuisinière, Rose Cludley,
placé dans le nord de l'Angleterre. Mais il apprit que la femme de chambre, Evans, s'était mariée et vivait à Marshbolt. La situation pour moi devenait critique. Si Evans identifiait Mrs. Templeton et Mrs. Nicholson pour une seule et même personne, tout se compliquerait encore. De surcroît, elle était restée assez longtemps dans la maison et nous ignorions au juste ce dont elle avait été témoin. Je décidai de supprimer Carstairs. Cette fois, la chance me favorisa. Je marchais derrière lui lorsque le brouillard se leva de la mer. Je m'approchai et d'un coup violent, le précipitai dans le vide. Mais un autre problème se posait. Je voulais savoir si Carstairs ne portait pas sur lui des pièces compromettantes. Heureusement, votre jeune ami se prêta volontiers à mon jeu et me laissa seul avec le mort pendant un temps assez court, suffisant tout de même pour accomplir mon dessein. Carstairs avait une photo de Moira, faite par un professionnel. J'enlevai ce portrait ainsi que tous les papiers pouvant permettre d'identifier le cadavre, et je glissai dans une des poches la photographie d'une femme de la bande. Tout allait à merveille. Les pseudo-sœurs et beaux-frères vinrent reconnaître le cadavre. Cette fois, c'est votre ami Bobby qui bouleversa tous nos plans. Il paraît que Carstairs, ayant recouvré connaissance, avant de mourir, avait prononcé quelques paroles. Il avait cité le nom d'Evans, et Evans était en service au presbytère. Nous sentant coincés, nous perdîmes un peu la tête. Moira insista pour que le fils du pasteur fût mis hors d'état de nous nuire. Nous l'enverrions au loin. Notre plan échoua. Alors Moira déclara qu'elle se chargerait de nous en débarrasser définitivement. Elle se rendit à Marshbolt en voiture et guetta le moment propice. Elle versa une forte dose de morphine dans sa bière pendant qu'il dormait. Mais cet idiot ne succomba point. Vraiment, la déveine nous poursuivait. Comme je vous le disais, c'est au cours de votre conversation avec Nicholson que je conçus quelques doutes à votre égard. Mais jugez de la stupeur de Moira, le soir où, se glissant en cachette pour me retrouver, elle se trouva face à face avec Bobby. Elle le reconnut tout de suite. Elle avait eu le temps de l'observer le jour où elle l'avait vu endormi. Rien d'étonnant si elle fut affolée. Mais elle comprit qu'il ne la soupçonnerait pas, et reprenant son courage, elle joua la comédie. Elle se rendit à l'auberge et lui fit croire ce qu'elle voulut, notamment qu'Alan Carstairs avait été amoureux d'elle et que son mari jaloux la terrorisait. Elle s'efforça également de m'innocenter. De mon côté, je la dépeignis comme une créature faible et sans défense. Cette Moira, capable de se débarrasser sans la moindre hésitation de quiconque la gênait. Le moment était grave. Nous avions l'argent. En ce qui concernait Tommy, rien ne pressait. Le moment venu, il nous serait aisé de nous défaire de Nicholson. Mais vous-même et Bobby constituaient pour nous une sérieuse menace, car vos soupçons se tournaient vers la grange. Peut-être vous intéressera-t-il d'apprendre qu'Henri ne s'est pas suicidé. Je l'ai tué. Lorsque je parlais avec vous dans le jardin, je compris alors que je n'avais pas une seconde à perdre. Je rentrai et précipitai les choses. Un avion qui passait à ce moment-là m'offrit une chance inespérée. J'entrai dans le bureau, m'assis auprès d'Henri, qui écrivait, et lui dis « Écoute, mon vieux », et je tirai à bout portant. Le bruit de l'avion noya celui de la détonation. Ensuite, je rédigeai une lettre très affectueuse, essuyai mes empreintes digitales sur le revolver, pressai la main d'Henri sur la crosse de l'arme que je laissais tomber sur le parquet. Je glissai la clé du bureau dans la poche de mon frère et sortis en refermant la porte avec la clé de la porte de la salle à manger, qui fait fonctionner les deux serrures. Je ne m'attarderai point sur la petite mystification du pétard dans la cheminée, réglée pour éclater 4 minutes plus tard. Tout se passait selon mes vœux. Je me trouvais avec vous dans le jardin lorsque le coup partit. Un suicide indiscutable. Le pauvre Nicholson, seul, donna prise au soupçon. Cet imbécile n'était-il pas venu chercher une canne ? L'empressement chevaleresque de Bobby
commençant à gêner Moira, elle se réfugia au cottage. Nous prévoyions bien que les explications fournies par Nicholson sur l'absence de sa femme vous paraîtraient suspectes. Où Moira se montra tellement à la hauteur, ce fut au cottage. Devinant, d'après le bruit, qu'on me ligotait au grenier, elle s'injecta aussitôt une forte dose de morphine et s'étendit sur le lit. Tandis que vous téléphoniez en bas, elle monta et coupa mes liens. Ensuite, la drogue produisit son effet, et à l'arrivée du médecin, elle était bel et bien plongée dans le sommeil hypnotique. Mais lorsqu'elle revint à elle, le courage faillit lui manquer. Elle craignit que vous ne retrouviez Evans et finissiez par découvrir la vérité au sujet du faux suicide et du faux testament. De plus, elle redoutait que Carstairs n'eût écrit à Evans avant de se rendre à Marshbolt. Moira finit donc d'aller à Londres dans une maison de santé, mais en réalité, elle se hâta vers Marshbolt et vous rencontra sur le seuil de la porte. Ses façons d'agir étaient on ne peut plus simplistes, mais elle aurait fini par s'en tirer. La servante du café n'aurait pu fournir qu'un vague signalement de la femme entrée avec vous, et Moira serait restée bien tranquille dans une maison de santé de Londres. Vous et Bobby n'étant plus là, l'affaire tombait d'elle-même. Mais vous l'avez démasquée, et elle a perdu la tête. Au cours de l'enquête, elle m'a impliqué dans l'affaire. Je commençais à me lasser d'elle, mais j'ignorais qu'elle s'en doutait. Pour le moment, elle avait l'argent. Mon argent. Après notre mariage, j'aurais pu me débarrasser d'elle. Ainsi, me voilà prêt à recommencer un autre genre d'existence, grâce à vous et à ce jeune idiot de Bobby Jones. Réussirai-je ? Je l'espère. En tout cas, sachez que je suis prêt à recommencer jusqu'à ce que le triomphe couronne mes efforts. Adieu, cher Frankie. Ou peut-être au revoir, qui sait. Votre ennemi affectueux, le traître, l'infâme, Roger Bassington French. Chapitre 35. Nouvelle du presbytère. Bobby rendit la lettre à Frankie, qui soupira. « C'est un homme remarquable, dit-elle. »« Il avait le don de vous plaire, » répondit Bobby d'un ton glacial. « Il dégageait un certain charme. »« Et Moira aussi. » Bobby rougit. « Le plus drôle, c'est que pendant tout ce temps, Evans se trouvait au presbytère. Savez-vous que Carstairs avait écrit à Evans, c'est-à-dire à Mrs. Roberts ? » ?»« Oui. » Il lui annonçait sa visite et lui demandait des renseignements sur Mrs. Templeton, qu'il croyait, à juste raison, faire partie d'une bande internationale d'escrocs et recherchée par la police. Elle ne s'est doutée de rien, parce que l'homme précipité du haut de la falaise fut identifié sous le nom de Pritchard. Cette fausse identité du défunt était un trait de génie. Un nommé Pritchard est victime d'un accident. Comment songer à Carstairs ? Voilà le raisonnement d'un esprit simple. « Evans a tout de même reconnu Cayman, » dit Bobby. L'ayant aperçu lors de sa visite, elle voulut se renseigner auprès de son mari. Celui-ci prononça le nom de Monsieur Cayman. « C'est drôle, dit-elle, comme il ressemble à un monsieur chez qui j'ai servi. »« Ça, c'est le comble. Bassington lui-même s'est livré 1 ou 2 fois, et comme une imbécile, je ne l'ai pas pris sur le fait. »« Comment cela ? » ?»« Oui, lorsque Sylvia lui a fait remarquer que le portrait publié dans les journaux lui rappelait exactement les traits de Carstairs, ne lui a-t-il pas assuré qu'il n'existait guère de ressemblance ? Donc, il avait vu le mort. Ensuite, ne m'a-t-il pas affirmé le contraire ? Frankie, comment avez-vous repéré Moira ? Grâce au signalement que l'on donnait de Mrs. Templeton. Chacun disait « Elle était si jolie, si séduisante ». Avouez que ces qualifications ne conviennent pas à la femme Cayman. Puis, nous arrivons au presbytère, et Moira s'y trouvait déjà. Soudain, l'idée me vint, si Moira était Mrs. Templeton. Toutes mes félicitations, Frankie. La malheureuse Sylvia a été en butte à une fâcheuse publicité avec cette affreuse histoire. Mais le docteur Nicholson lui est demeuré fidèle,
et je ne serais pas surprise si cela se terminait par un mariage. »« Tout est bien qui finit bien, » dit Bobby. « Grâce à votre père, le garage de Badger reprend, et moi, j'ai un bel avenir aux colonies. Pensez donc, directeur d'une vaste plantation de café en Afrique orientale. J'ai toujours rêvé d'une situation de ce genre. » Il fit une pause et ajouta : « Les touristes ne manquent pas de visiter le Kenya. »« Il paraît que beaucoup de personnes s'y établissent à demeure, » ajouta Frankie d'un ton ingénu. Bobby devint rouge, hésita et demanda : « Frankie, c'est vrai ? Ce voyage ne vous ferait pas peur ? » ?»« Pas le moins du monde. Je suis résolue à ne pas vous laisser partir seule. »« Je n'ai jamais cessé de vous aimer, Frankie, mais j'ai souffert en silence, croyant que c'était un rêve impossible. »« C'est pour cela que vous avez été si désagréable un jour en jouant au golf ? » ?»« J'étais désespérée. »« Et votre petit flirt avec Moira ?» Bobby parut embarrassé. Son visage m'avait intéressé. « Elle est certainement plus jolie que moi. » »« Ce n'est pas cela. Son visage me hantait, en quelque sorte. Mais lorsque nous nous trouvâmes enfermés dans ce grenier et que je vis votre courage, Moira s'effaça complètement de mon esprit. Je ne songeais qu'à vous. Vous avez été splendide. Je vous avoue que je ne me sentais guère rassurée, mais je voulais forcer votre admiration. »« Et je vous admirais, chérie. Je vous admire et ne cesserai de vous admirer. Êtes-vous bien certaine de ne pas vous ennuyer au Kenya ? » ?»« Je suis sûre de m'y plaire avec vous, Bobby. C'est ici que je me morfondrais sans vous. Frankie. »« Bobby. »« Mesdames, prenez la peine d'entrer, » disait le pasteur en ouvrant la porte pour livrer passage aux dames patronesses de la paroisse. Il referma la porte rapidement et murmura : « Non, un de mes fils, il est fiancé. » Une de ces dames remarqua d'un air malicieux que cela en avait tout l'air. « Un excellent garçon, » continua le pasteur, « et très sérieux. Il va diriger une plantation de café au Kenya, dans l'Afrique orientale. » Une de ces dames chuchota à sa voisine. « Avez-vous vu ? N'était-ce pas Lady Frances Derwent qu'il était en train d'embrasser ?» 1 heure après, la nouvelle des fiançailles de Bobby et Frankie était connue de tout Marshbolt. Fin.